La crise de la Covid nous a montré à quel point santé et numérique faisaient bon ménage. Mais attention, la cohabitation entre les deux ne se résume pas qu'à des prises de rendez-vous ou des téléconsultations. Les opportunités et les métiers y sont nombreux. Pour en parler, nous sommes avec Arnaud Billy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Maya, qui est une start-up de CGDIM. Avec Aïssa Khalifa, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de 1000 vues. Et avec Adrien Pestel, bonjour. Bonjour. Directeur technique de Claranet. Messieurs, je le disais, donc, on a redécouvert ou découvert pour certains que numérique et santé pouvaient faire bon ménage. Mais en réalité, tout cela est vieux. Ça fait longtemps que les deux secteurs cohabitent. Depuis quand exactement, Arnaud Billy ? Alors ça fait effectivement un bon bout de temps, c'est une longue histoire d'amour, le numérique et la santé, notamment auprès des professionnels de santé qui sont équipés informatiquement. On a vu tous les médecins s'équiper d'ordinateurs depuis des dizaines d'années maintenant, et accompagnés par l'assurance maladie justement pour s'équiper en informatique médicale et pour gérer, je dirais, un dossier patient informatisé pour connaître la vie de leurs patients, pour savoir quelle prescription, quelle pathologie, à quelle date. Donc tout ceci a démarré, cet accompagnement a démarré, je pense, dans le courant des années 80. Et ça ne cesse de s'accélérer avec certains événements, certainement. Et puis, tous les médecins maintenant sont équipés informatiquement. Donc on parle de numérique en santé dans ces cas-là. Et puis dans un sens plus large, maintenant les patients interviennent dans le cadre du numérique en santé. Aïssa Khalifa, concrètement, alors, on vient d'avoir quelques éléments de réponse, mais où intervient le numérique aujourd'hui dans le secteur de la santé ? Alors, Arnaud le disait, mais dans le dossier patient, bien évidemment, qu'il soit en ville ou à l'hôpital. Les hôpitaux ont suivi avec un peu de retard sur les médecins libéraux, mais ils ont suivi massivement ces dernières années pour s'informatiser. Donc on a des données de ville, des données à l'hôpital. On a maintenant des flux de données qui interviennent entre les deux, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on était encore largement au papier sur des comptes rendus d'hospitalisation. Maintenant, on envoie de l'information de la ville vers l'hôpital et de l'hôpital vers la ville de manière numérique. On prend des rendez-vous, on l'a dit, en ligne. On diffuse de l'information, des comptes rendus de biologie, comme le fait Claranet, par exemple, avec le numérique. Bref, c'est partout. C'est partout dans toutes les sphères de l'activité de santé. Adrien, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le patient, grâce au numérique, devient acteur de sa santé ? Acteur de sa santé, oui. Il y a une notion de confidentialité, de protection de la donnée. C'est important pour lui de s'approprier les risques peut-être associés à la protection de ces données. Il doit en être acteur, bien évidemment. Oui. Alors parlons-en tout de suite de la cybersécurité, parce qu'en filigrane, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. D'ailleurs, le gouvernement a annoncé un grand plan, 1 milliard d'euros mis sur la table pour la cybersécurité. Plus que jamais dans la santé, la cybersécurité est clé, c'est-à-dire que les patients que nous sommes, auront confiance si on sait que derrière, tout ça est béton, il ne peut rien se passer. Bien sûr, il faut absolument agir pour se protéger. On le voit tous les jours, il y a des actes de malveillance sur les données, pas seulement de la santé, mais effectivement l'actualité a montré que des hôpitaux avaient été attaqués et donc perturbés dans leur fonctionnement. Il est indispensable que des acteurs du numérique, comme ceux qui sont présents ici, puissent protéger les données de santé des patients et de tout l'écosystème autour de la santé. Vous êtes d'accord, Arnaud? La santé aujourd'hui, c'est le secteur. Non, évidemment, il y en a d'autres qui sont clés et qui doivent être protégés. Mais pour le développement du numérique dans la santé, il faudra être certain que ce secteur est plus que les autres protégé. Certainement, je pense qu'il y a peut-être d'autres secteurs effectivement qui sont aussi qui nécessitent cette confidentialité, cette protection des données. Mais là, quand vous touchez à la donnée justement des patients, il y a 66 millions et quelques de patients en France justement, c'est la donnée la plus sensible justement. Et il convient de mettre en œuvre la bonne technologie et ce qu'on appelle l'hébergement de ces données, que tout ceci soit verrouillé. Ça ressemble à Fort Knox dans ces cas-là, pour la référence. Et tel que le disait Adrien, il y a des normes spécifiques qui sont liées aussi à la sécurisation de la donnée de santé et l'hébergement des données de santé. Il faut savoir qu'en France, il y a un certificat, il y a un label qui dit que vous êtes hébergeur de données de santé. Et c'est donc pas n'importe quel hébergeur, pas n'importe quel serveur sur lequel vous allez pouvoir trouver des données de santé. Aïssa, elles se sont multipliées d'ailleurs les attaques contre. Alors, on a évidemment en tête les hôpitaux, il y a eu Dax et il y a eu Villefranche-sur-Saône, mais ces attaques se sont multipliées ces derniers temps. Ah oui, elles existaient ces dernières années, mais on n'en parlait pas beaucoup. Elles sont devenues beaucoup plus médiatiques. Elles ont d'abord commencé aux États-Unis, fortement, depuis 5-6 ans, et elles sont devenues médiatiques cette année, mais on sait maintenant que
Dès qu'on a une structure qui va héberger de la donnée, qu'on soit un hébergeur, un hôpital ou même un simple médecin, il va falloir prendre des mesures pour protéger ces données. L'attaque va être régulière et donc il faut que la défense le soit tout autant. On sait que technologiquement, on est capable de fournir des briques qui vont solidifier ça. Après, il y a des processus. Souvent, on est attaqué parce qu'on ouvre un email qui est infecté. Donc, il va falloir mettre en place tous les processus qui vont permettre de consolider la défense des données. Alors, on va en venir évidemment aux formations et aux métiers qu'on peut trouver dans ce secteur du numérique et de la santé. Mais Adrien, est-ce qu'on peut dire que mine de rien, c'est un petit peu paradoxal, mais le Covid a été pour ce secteur, une chose qui a permis de mettre en lumière les métiers du numérique et ce que je disais tout à l'heure, le numérique dans la santé, ça n'est pas que la téléconsultation ou que la prise de rendez-vous. Oui, bien sûr. Le télétravail, notamment, il y a beaucoup d'acteurs du numérique et de la santé qui ont profité du télétravail et de l'accélération à travers la pandémie Covid qui a forcé les gens à travailler à distance. Donc clairement, ça c'est un des enjeux. L'externalisation des systèmes d'information dans le cloud permet aussi de pallier au fait que les données ne sont plus auto-centrées autour de l'entreprise. Donc clairement, c'est un accélérateur cette pandémie. Même question. Oui, alors effectivement, il y a eu d'autres services qui se sont développés du numérique santé hors prise de rendez-vous et téléconsultation, mais malgré tout, même sur la téléconsultation, pour revenir sur des choses factuelles et que je connais un petit peu, effectivement, avant le premier confinement, la téléconsultation représentait 0,1% du total des consultations en France, 0,1% seulement. Lors du premier confinement, on est monté jusqu'à entre 35 et 40% des actes de consultation étaient des téléconsultations. Très simple, parce que la technologie, le numérique au sens large, le permet, simplifie la vie aujourd'hui entre des patients et des professionnels de santé. Ça a un peu rechuté en sortie de confinement, mais aujourd'hui, on est entre, selon les spécialités médicales, on est entre 5 et 10% d'usage de la téléconsultation sur l'intégralité. On est passé de 0,1 à 5-10%, et on va aller, je pense, vers du 15% des téléconsultations. Donc c'est monumental. Cette crise a permis, mine de rien, à ce secteur de faire un bond peut-être inespéré, en tout cas de gagner en 1 an ce qu'elle aurait pu gagner en 5 ans? Ah oui, on s'est accéléré avec la crise, indiscutablement. Avec la crise, avec aussi les plans qui ont été mis en place par le gouvernement pour accélérer le numérique, on a eu la conjonction d'un financement massif, d'une volonté politique et puis d'un besoin qui a émergé brutalement avec la crise sanitaire et qui a permis de montrer toute la palette de l'offre du numérique en santé. Et vous évoquiez tout à l'heure les métiers du numérique. Alors on pense bien évidemment aux médecins, on pense aux ingénieurs, mais Arnaud était économiste de formation. On a des gens qui font du marketing, des gens qui font du commerce, des RH. On retrouve dans le numérique tous les métiers dans le numérique en santé, tous les métiers qu'on trouve ailleurs, avec une spécificité, c'est qu'on s'adresse à une population particulière qui sont des médecins, des professionnels de santé, qui a une sensibilité particulière et avec des règles particulières en matière de sécurité des données. Mais c'est on peut faire à peu près tous les métiers du monde quand on fait du numérique en santé. Adrien, je vous vois acquiescer ce que dit Aïssa. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui couvre tous les métiers. Il y a une déclinaison effectivement liée au domaine de la santé qui nécessite une compréhension du métier, bien sûr, des règles de sécurité un peu plus strictes pour préserver la confidentialité des données, comme l'évoquait Arnaud. Donc clairement, ça couvre un champ qui est extrêmement important. On a dans les métiers du numérique des architectes, des développeurs, on a des chefs de projet. On a des ingénieurs réseau, des ingénieurs de virtualisation, de stockage, de protection de ces données. Donc c'est extrêmement vaste comme domaine et beaucoup de profils peuvent s'y retrouver. J'allais vous demander justement, Arnaud, je vous donne la parole à ça, s'il y avait un profil type de l'étudiant qui se dirige vers la santé dans le numérique, a priori, à vous écouter, non, tout le monde peut y aller. Alors, je pense que plus qu'un profil, parce que vous pouvez avoir aussi bien des écoles d'ingé, des écoles de commerce, des gens qui sortent même sans école, voilà, je pense que ce qu'on va aller rechercher, en principe, c'est quelqu'un qui cherche du sens, entre guillemets, dans leur métier. Aussi bien sur la tech, aussi bien sur la médecine. On peut avoir même des pharmaciens, malgré tout. Il ne faut pas oublier que dans la santé, il y a aussi des médecins et des pharmaciens. Mais malgré tout, je pense que ce sont des gens qui cherchent un sens. Et tous les gens qu'on a pu recruter, nous, chez Maya, on a 200 personnes aujourd'hui, ces personnes-là, que j'ai eues face à moi, qui sont effectivement des gens plutôt, moyenne d'âge 26-27 ans, donc plutôt des profils assez jeunes au sortir de l'école, cherchent un sens. Et effectivement, il n'y a rien de mieux, je pense, aujourd'hui, alors je ne prêche pas pour ma paroisse, mais il n'y a rien de mieux que la santé, je pense, pour donner un sens à son métier. Oui, et ça, vous vouliez réagir? Oui, ce qui est très caractéristique du monde de la santé, c'est que les gens y viennent de temps en temps un peu
par hasard, certains parce qu'ils cherchent du sens, d'autres parce que ça se fait comme ça et que les gens y restent. C'est un secteur dans lequel il y a une longévité professionnelle. Quand on a goûté à ce métier, on ne le quitte pas ou on ne le quitte que très rarement. Je voulais juste faire un point. Il y a un métier qui va émerger qu'on n'a pas évoqué, c'est data scientist, parce qu'on est en train d'accumuler de la donnée. Elle est sécurisée chez des hébergeurs, mais cette donnée, elle doit être traitée à un moment. Et pour la traiter, il va falloir utiliser des compétences de data scientist. Donc c'est un métier dont on sait qu'il va être prépondérant dans les 10-20 ans qui viennent. Et puis il y a un terme aussi qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est celui, je vais vous laisser la parole parce que je sais que c'est votre cheval de bataille, mais celui de l'intelligence artificielle, c'est également quelque chose qui va se retrouver de plus en plus aujourd'hui dans le secteur. Oui, alors que ce soit de l'intelligence artificielle, de l'intelligence augmentée, de l'aide à la décision, peu importe, tous les mots se recoupent plus ou moins. En fait, la réalité, c'est qu'on va assister à travers des outils informatiques les professionnels dans leur vie quotidienne et dans leurs décisions. On va les aider à prioriser des listes de patients, on va les aider à analyser un ensemble complexe de données qui est quelquefois lourd. Quand un patient il a de la bio, de la napate, de la radio, etc. et que le médecin doit prendre une décision, c'est quelquefois compliqué. On va les aider à faire tout ça dans le futur. Ça, c'est le métier de l'intelligence artificielle et ça, c'est un métier qui va s'appuyer notamment, mais pas exclusivement, sur des data scientists. Il ne faut pas oublier quand même derrière tout ça, l'humain, le numérique dans la santé doit permettre de créer aussi du lien, de recréer du lien. Je pense notamment aux déserts médicaux qui peuvent être comblés, en partie comblés évidemment, grâce à ça. Les téléconsultations, effectivement, c'est un vrai levier pour pouvoir créer plus de proximité avec des zones qui seraient moins desservies par les médecins, ouais, clairement, je pense. Oui. Oui, tout à fait, effectivement, c'est comme ça que ça s'est accéléré et démocratisé. Je pense que pour revenir sur ce point-là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne vend pas du digital avec du digital, ou du numérique avec du numérique. À un moment donné, on a besoin d'humains. C'est-à-dire que c'est bien joli, les mentalités des patients comme des professionnels de santé ont évolué pour appréhender un petit peu mieux la technologie et le numérique. En revanche, si vous n'avez pas des gens, des vrais humains, qui vendent, qui forment, qui accompagnent les professionnels de santé et les patients à ces nouveaux usages, en fin de compte, vous n'aurez pas d'usage. Le digital ne s'utilise qu'avec de l'humain derrière. Donc on est un peu sur des modes de figital, on appelle, entre le physique et le digital. Ça veut dire que l'image d'Épinal qu'on peut avoir de se passer dans quelques années d'un médecin, d'un chirurgien, de rentrer dans un bloc qui est entièrement automatisé, sans personne derrière, ça il ne faut pas y croire, et en tout cas il ne faut pas le souhaiter. Et ça Alors, on n'y croit pas et on ne le souhaite pas. Voilà. On ne le souhaite pas. L'objectif est de vraiment permettre à tous les professionnels de santé d'améliorer leur productivité, de répondre à la demande sans cesse croissante de soins. C'est surtout pas de les supprimer. Au contraire, c'est un vrai enjeu que de permettre à chacun de mieux adopter des nouvelles technologies qui sont des technologies facilitantes. Allez, je vais vous demander un conseil à chacun à donner à un jeune qui aimerait, un étudiant qui aimerait se diriger vers le domaine de la santé et du numérique. Qui veut commencer ? Qui viennent faire un stage chez Jean de chez nous. Déjà, voilà, pour commencer. Maya, Claranet ou Millevue. Le meilleur moyen, effectivement, c'est de découvrir par eux-mêmes. Aujourd'hui, nous, on favorise, et je suppose aussi mes copains là de table, on favorise vachement justement l'exploration. Moi, je suis très fan, en fin de compte, et des stages au plus jeune âge, mais aussi des modes d'alternance, des modes de stage, que ce soit en première, seconde, terme ou après. Et nous, on accueille régulièrement justement les stagiaires, et je pense que c'est le meilleur moyen pour, je dirais, dédramatiser ou désacraliser le côté numérique et santé, où on se dit justement, il n'y a que des développeurs et que des médecins. C'est pas vrai, sinon on n'y serait pas. Adrien, vous avez le mot de la fin. Ouais, c'est quelque chose qui est passionnant. On voit des innovations en permanence. Il y a des spécialistes qui peuvent maintenant intervenir à distance. Je pense notamment à des chirurgiens qui sont hyper spécialisés, qui peuvent intervenir sur une opération à cœur ouvert à l'autre bout de la Terre grâce aux technologies. Je pense que ça doit donner quelque chose d'hyper motivant pour la suite et cultiver la curiosité. Je pense que c'est quelque chose qui est primordial. Ce sera donc le mot de la fin, je l'avais dit. Merci beaucoup Adrien Pestel d'avoir été avec nous, directeur technique de Claranet. Merci à Aïssa Khelifa, le CIO de Millevue, et merci également à Arnaud Billy, directeur général de Maya, qui est une start-up de CGDIM. Et donc vous l'avez compris, si ce secteur de la santé et du numérique vous intéresse, surtout, n'hésitez pas, renseignez-vous.